Bienvenue sur le podcast épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va parler bridge au féminin et bridge de haute compétition. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Will et Margot. Je vais leur passer le micro dans une minute pour qu'elles se présentent. Mais juste sachez-le, je suis très très heureux de parler avec vous de ces sujets. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Du coup, je vous laisse la parole. Will et Margot, qui veut se présenter en première? Allez, Will, vas-y. Ok, du coup, moi, je m'appelle Will, enfin Will Elmine, mais tout le monde m'appelle Will. J'ai 23 ans, j'habite à Paris et je suis en 6e année de chirurgie dentaire. Donc, je suis bientôt diplômée. Et ça fait 11 ans que je joue au bridge et que, voilà, ça me prend une grande partie de mon temps. Nice. Et toi, Margot? Du coup, je m'appelle Margot. On m'appelle un peu MKB. Et alors, j'ai 23 ans aussi. J'habite à Lille. Je travaille depuis un an à Funbridge. Avant, je faisais des études pour être professeur en école primaire, mais c'était un peu pas trop compatible avec le bridge. Sinon, ça fait 7 ans et demi, 8, que je joue au bridge. Voilà. Si je me souviens pas, tu es aussi à la Fédé ou tu as un rôle dans la Fédération française, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Je fais partie du comité directeur de la FFB. Parce qu'en fait, il y avait le sujet bridge universitaire et bridge féminin qui m'intéresse. Nice, très cool. Et ben, c'est tombé bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Comment vous en êtes venu à jouer au bridge? C'est une question que je pose aux invités. Moi, mes parents jouent. Donc, Ok. quand j'avais 12-13 ans, je me suis un peu intéressée. Ils m'ont expliqué un peu les règles. J'ai feuilleté des livres. J'ai commencé à jouer un peu sur Funbridge. Au début, je faisais n'importe quoi, mais voilà, un peu pour apprendre à partir de quelque chose. Et après, j'ai très vite rejoint les colos l'été. Ils font des colos pour les jeunes. Et c'est là que j'ai eu un peu mes premiers cours de bridge, etc. Très cool. Et toi, MKB? J'ai commencé avec ma mère parce qu'en fait, elle voulait pécho un bridger. Donc, elle voulait se mettre au bridge. Et du coup, elle cherchait une partenaire et donc elle m'a initiée. Et depuis, elle joue avec parce qu'elle a réussi à se mettre avec. Voilà. Ah, trop cool, elle a réussi en plus. Ok. C'est happy C'est end. nice. Et ils jouent ensemble ou pas? Oui, ils jouent ensemble et ils se disputent en vrai. C'était peut-être pas une bonne idée, mais Ok, ça. ok. Ouais, ça fera peut-être sujet d'un prochain podcast. Je cherchais des idées. Je pense que j'ai réfléchi depuis le premier podcast. On a évoqué l'idée et ce sera pour le 14 février, aux alentours du 14 février, sortir un épisode sur ça. Ça sera cool. Oh. Euh, Mignon. je ne sais pas si c'est chou. J'ai vu des bridgers qui étaient plutôt vénères à la table. Oui, les Margot, vous avez joué ensemble en compétition, donc c'est cool. Je vais inaugurer le premier verre. Et on va peut-être commencer par ce grand thème. Donc, la conversation d'aujourd'hui, on va aborder deux sujets qui sont le bridge de compétition. Donc là, je parle de championnat de France, je parle de championnats internationaux. Margot, tu en as joué un il n'y a pas très longtemps. Et je suis très intéressé par avoir tes retours de comment ça se passe. Et ensuite, on embrayera sur un petit peu le sujet un peu plus épineux qui est le bridge au féminin. Donc, j'ai une question pour démarrer, puisque déjà, en règle générale, jouer à une table, c'est pas forcément toujours évident, puisqu'on ne connaît pas les partenaires, etc. Donc, ça peut créer un petit peu de pression, notamment dans un tournoi. Mais là, on parle d'un tournoi avec pas mal d'enjeux. Vous avez déjà fait ça plusieurs fois. Et ma question est la suivante. Comment vous gérez la pression dans ce genre d'événement? Est-ce que vous avez des trucs, des astuces? Comment vous ressentez la pression? Peut-être commencer par toi, Will. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas tellement de différence quand je joue des compétitions fédérales à l'année et quand je joue des championnats internationaux. C'est vrai que de manière générale, j'ai un peu ce truc de quoi qu'il arrive, c'est des dons et même si je fais une bêtise, j'ai plein de dons pour me refaire. Donc je me mets pas trop la pression. Mais c'est vrai que quand on arrive sur vraiment les phases de chaos en championnat et que là on sent que vraiment c'est un peu maintenant ou jamais, là on commence un peu plus à avoir la boule au ventre et peut-être que ça nous fait un peu déjouer. Mais sinon, en règle générale, ça va plutôt la pression. Je me mets pas trop de pression. Moi, je pense que, dans la moyenne, j'avoue que moi, je situe que, par exemple, Will, je pense qu'elle se met moins la pression que moi. Et je pense que, par exemple, ma partenaire en girls, Clara, elle se met beaucoup plus la pression que nous, je pense. Donc, je pense que je me situe quelque part au milieu où, en vrai, par exemple, le côté que d'autres gens regardent, j'en sais rien, qui sont pas dans l'équipe, je pense qu'en vrai, ça m'atteint pas trop. Par rapport à d'autres personnes, par exemple, qui sont un peu effrayées de passer
sur le biographe, là, sur BBO, etc. Enfin, ça, j'avoue que personnellement, ça m'affecte pas trop. Par contre, après, si je fais des bêtises, je me sens mal vis-à-vis de l'équipe ou vis-à-vis de ma partenaire, pas mal, mais ça va pas plus loin que ça. Et puis après, bon, quand lui qui regarde, après, j'ai pas envie qu'il me trouve nul, mais c'est tout, quoi. Alors ça, c'était du coup ma question suivante. Vous regardez après coup quand vous passez sur le biographe? Bah, enfin, tu veux dire regarder. Avec les commentaires, parce que de temps en temps, tu sais, tu as des gens qui commentent au fur et à mesure que tu joues. C'était le cas au dernier championnat du monde, par exemple. Vous regardez ça ou pas? Alors, moi, jamais, j'avoue. Parfois, on me rapporte un petit peu des trucs, genre Michel Bessis, il a dit que c'était évident de dire ça, alors que n'importe quoi. Enfin, donc, c'est simplement. Michel Bessis, tout est évident. Donc, Mais du coup, je trouve que c'est un peu rigolo parce que, bah, en fait, pareil, c'est des trucs, enfin, je sais pas toi, Will, mais moi, j'y pense jamais. Enfin, je veux dire, c'est marrant, je trouve, d'être commenté, alors que toi, en fait, bah, tu penses pas à ça à la table. Genre, tu te dis pas, je vais te commenter ou j'en sais rien. Enfin, tu penses, tu vois, à ta table, à ton équipe. En fait, t'es finalement très dans la compétition et tu te rends pas trop compte qu'il y a des gens qui regardent et qui, bah, peut-être, se sont dit qu'en fait, on était des grosses cruches à faire ça, j'en sais rien. Mais en fait, bah, enfin, personnellement, moi, j'y pense vraiment jamais, quoi. Et puis après, du coup, comme, quand j'y repense, bah, c'est après quand on me dit, enfin, bah, du coup, ça m'attend plus. Voilà. vous avez, là, sans même parler peut-être du commentaire qui peut être ajouté par avoir une vidéo, tu as quand même un peu la pression de tes pairs, c'est-à-dire des gens qui jouent dans ton équipe. Tu n'as jamais personne. Tu sais, de temps en temps, ça arrive. Tu vois, tu fais une très mauvaise table et tu es dans une équipe de 4, toujours par 4. Tu as quelqu'un qui fait un commentaire, mais comment vous avez fait ça? C'est pas possible. Comment vous avez perdre ce contrat? Comment vous avez pu chuter sur table? Il n'y a pas cette induced pressure by peers. Personnellement, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que je me mets plus la pression que ce que les gens m'en mettent. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de recevoir de commentaires désagréables. Après, enfin, il faut aussi avoir des équipes gentilles et pas se retrouver avec des gens désagréables. Mais en tout cas, enfin, je pense que c'est plus moi qui me dis non, mais c'était complètement débile. Et puis après, quand j'en parle avec ma partenaire ou mes coéquipiers, en général, elles disent non, mais c'était pas débile, c'était pas très bien réfléchi, mais c'était pas débile non plus. Et voilà. Bah, moi, je trouve qu'en girls, c'est assez rare qu'entre les pairs, on se dise ah bah, comment vous avez pas appelé ça ou comment. Je trouve que on est plus un peu genre toutes contentes d'être là et plus toujours happy, quoi. Donc, on se critique moins les unes les autres, peut-être qu'ensuite chez les dames, etc. Donc, moi, je ressens moins ça. Nice. Très cool. Il y a une autre question que je voulais vous poser vis-à-vis de jouer à un très très haut niveau. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension de tu te sens pas jugé, mais du coup prise comme un exemple, il y a certaines personnes maintenant qui peuvent, rendues à votre niveau, qui peuvent s'identifier par rapport à ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Tu veux commencer? Vas-y. Moi, en tout cas, ce que je me dis quand tu dis ça, c'est que, je pense pas qu'il y ait des gens qui me voient comme un exemple, j'avoue. Là où j'essaye en tout cas de me dire que ça pourrait être le cas, c'est pas tant au bridge parce que, enfin, moi déjà, je sais pas son style et puis en plus, c'est des bêtises, en fait, elles sont, enfin, c'est un peu particulier, je trouve. Mais du coup, je me dis pas ça genre tellement au jeu. Par contre, je me dis que là, bah, par exemple, on va jouer en girls cette année et en fait, on va avoir une troisième paire avec des plus jeunes. Et je me dis que par contre, on va être un exemple en termes de comportement. Donc, par exemple, si nos pères se passent bien, qu'on est gentil, qu'on dit bonne chance, etc. Enfin, en fait, je trouve que c'est plus ça où j'ai envie en tout cas d'être un exemple. Et bah là, comme c'est nos 2 dernières années avec Will, je me dis que c'est vraiment un truc important. Voilà que. Mais bon, c'est que ce côté-là, je pense, où j'ai l'impression que c'est important qu'on soit des exemples. Ouais, je suis assez d'accord que pour le coup, quand on parle plus de championnats jeunes, je pense qu'il y a moins, déjà il y a moins de gens à mon avis qui regardent les championnats jeunes parce que déjà c'est moins rediffusé, etc. Donc on est moins un exemple pour, on va dire, des licenciés qui regarderaient Twitch, quoi. Mais c'est vrai qu'entre nous, c'est pas mal pour les générations qui arrivent, voilà, de transmettre ce qu'on peut, que ce soit comportement ou même de répondre à des questions si jamais elles nous en posent, enfin d'être un exemple comme on peut pour qu'elle aussi ça se passe bien, quoi. Nice, très cool. Alors, je reviens sur un petit peu la préparation sur les championnats, pardon, sur des compétitions à haut niveau. Il faut que je boive, j'ai oublié de prendre le verre. Je me souviens avoir lu quelque part, je crois que c'est peut-être sur le blog post que tu as fait, Margot, sur le blog de Funbridge, comme quoi vous aviez un coach particulier, une coach d'ailleurs, si je me souviens bien. Et c'est du mental coaching, c'est comme ça que ça s'appelait. Sur quoi vous avez travaillé avec cette personne? Alors en fait,
c'est plutôt bien tombé parce que du coup, c'est tombé pour ma première année en équipe dames. D'accord. Donc, je trouvais que c'était pas mal parce que du coup, c'était un moment où je pouvais avoir un peu plus de pression en me disant que bah voilà, enfin, c'est la première fois, tu te sens pas trop à la hauteur, etc. Après, quand ça se passe, bah après, ça allait mieux finalement parce que je me disais, bon, bah, en vrai, ça s'est passé correctement, tout va bien. Mais avant, c'était pas mal du coup que ça tombe à ce moment-là. Et donc, en fait, c'était du coaching par pair, c'était pas dans l'équipe. Parce qu'il y en a D'accord. d'autres qui font avec toute l'équipe. Et là, c'était plutôt axé que ça se passe bien dans la paire. Parce qu'en fait, finalement, bon, il peut y avoir des soucis dans l'équipe, mais le plus important, c'est quand même, je pense, que ça se passe bien dans la paire dans ces grosses compétitions. Parce que du coup, enfin, par exemple, avec Anaïs, donc ça fait quand même donc 2 ans qu'on est en équipe ensemble. Et puis après, ça fait un peu plus longtemps qu'on joue ensemble. Et en vrai, on commence à être vraiment bien amis. Et je pense que même si dans l'équipe, ça se passait moins bien, si entre nous, ça va bien, c'est le plus important, entre guillemets. Enfin, je pense que si ça se passait mal avec elle, même si ça se passe bien dans l'équipe, que les résultats ils sont au rendez-vous, enfin, pour moi, ce sera raté. Enfin, c'est vraiment le Ouais. plus important pour moi. Et du coup, en tout cas, donc, ça nous a aidé un petit peu à ce que ça se passe mieux, parce qu'en fait, bon, c'est pas non plus quelque chose dont on parle forcément hyper facilement, des besoins, des choses qui nous rassurent, j'en sais rien, enfin, de nos faiblesses en tant que personne. Et donc, en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est lister les qualités de l'autre. Donc, D'accord. par exemple, voilà, j'ai dit qu'Anaïs, elle était hyper appliquée, donc elle était parfaite. Et, et après, j'ai listé nos qualités en tant que paire. Donc, par exemple, voilà, qu'on était une paire assez studieuse, qu'on est de bonne humeur, j'en sais rien, des choses comme ça. Et après, on a aussi fait des petits mantras, donc en fait, des petites phrases pour se rebooster. Donc, pour si on prend un zéro, pour si on a un coup de fatigue. Enfin, c'est un peu l'idée. Genre, j'en sais un peu, par exemple, si on prend un zéro, comme disait Will tout à l'heure, on a plein de donnes pour se refaire, tout va bien, enfin, des choses un peu comme ça. Et donc, c'était assez sympa, je trouve, comme étape. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait là, parce que donc ça, c'était avant le championnat d'Europe, c'était bah, courant 2024. Et là, avant le championnat du monde, je lui ai dit, bah, en vrai, même sans coach, parce que donc on n'avait pas eu de coach dédié cette année, est-ce qu'on se referait pas genre juste une soirée où pareil, on refait un peu les qualités, on refait nos mantras, on fait des trucs un peu comme ça, on parle de nos besoins, de qu'est-ce qu'on fait si l'autre il fait un mauvais coup et qu'on le sent pas bien, bon, des choses comme ça. Et en fait, on a fait notre petite session. Enfin, moi j'ai bien aimé. Je me dis qu'on pourra le faire chaque année, que ça coûte rien, parce que bon, on a toujours les mêmes qualités en principe, mais voilà. Et les coachs, tu peux partager les mantras que vous avez? Qu'est-ce que vous vous dites, toutes les deux? Euh, il faut que j'y repense parce que du coup, pour le mauvais coup, en tout cas, moi, ce que j'avais mis, parce que c'était, en gros, elles peuvent très bien faire pareil de l'autre côté. Et en plus, il y a Mhm. une donne, mais en plus, enfin, en gros, si on a fait la bêtise, c'est que c'est pas non plus complètement insensé, et elles peuvent très bien avoir fait pareil de l'autre côté. Ok. Bon, Ok. après, elles peuvent aussi faire des conneries sur des bonnes donnes, mais en tout cas, quand il y a un mauvais coup, pas de souci, ça veut pas dire que c'est moins 10, quoi. En gros, c'est juste, bah, c'est pas ouf, quoi. Mais voilà. Et après, il y avait, si on est fatigué, j'avoue que nous, on a une bonne technique quand on est fatigué avec Anaïs, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, elle achète des petites barquettes de tomates, et moi, j'aime bien, j'avoue. Et après, quand je suis fatiguée, je m'en mange et ça va mieux. Avant, c'était les Kinder, mais à ma mise origine. Vous êtes passé à un régime un peu plus diététique. Et peut-être que je peux rebondir sur cette question parce que vous jouez ensemble et Margot. Est-ce que tu penses que ça fait vraiment la différence? En fait, ce qui fait la différence, c'est pas au niveau individuel, c'est à un niveau collectif, à deux, dans les moments de pression. Tu vois, je reviens sur ces moments de pression, c'est ça qui fait la différence. C'est pas tellement au niveau individuel, c'est le collectif des deux personnes ensemble. C'est une question pour toi, Louis. Ben, c'est sûr que pour moi, si ton partenaire il arrive à te un peu remonter le moral et qu'on sent qu'ensemble on s'entend bien, bah ça va nous faire se sentir mieux. Alors que si c'est juste individuel, bah en fait c'est un peu chacun pour soi et du coup il y a un peu un risque qu'il y en ait un des deux qui s'enferme dans sa bulle. Alors que là c'est pas mal ce que disait Margot, c'est que c'est vraiment en paire qu'elles se tirent l'une et l'autre vers le haut et donc je pense que ça fait tout quoi. Et si les deux sont capoutes, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pour ça qu'on est 6. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Ah oui, donc là, parce que effectivement, tu parlais d'une partenaire privilégiée, mais tu peux tourner quand même, effectivement. C'est Oui, bah, aussi par exemple, enfin, bah, du coup, ma partenaire principale, c'est Anaïs, mais du coup, je joue avec Clara en équipe girls. Et on a aussi, enfin, bah, donc on a un peu fait ça exactement, mais en vrai, je pourrais le faire avec elle cette année, pourquoi pas. Et, et en vrai, enfin, moi, je trouve que c'est sympa, en tout cas, de réaliser que c'est important. C'est quand même la personne avec qui tu vas passer le plus de temps pendant ton championnat. Faut que ça se passe bien. Bon, en plus, bah, chacun a une partenaire ou un partenaire qu'il aime bien. Enfin, je veux dire,
il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent ensemble et qui sont pas amis, donc c'est hyper important que ça se passe bien et qu'ils passent un bon moment et tout ça. On part pas on utilise des vacances, c'est pas pour passer un mauvais moment, donc voilà. Tu as quelque chose à ajouter, oui? Non, bah, je suis assez d'accord. Moi, c'est vrai que cette année, j'ai une nouvelle partenaire, je joue avec Elise, donc je sais pas trop encore. Voilà, faut qu'on passe aussi des moments où on se voit là dans l'année pour un peu apprendre plus à se connaître. Mais sinon, je suis assez d'accord avec Margot que ce serait cool de mettre en place un truc pour se motiver l'une l'autre s'il y a besoin dans des moments difficiles, quoi. Et du coup, est-ce que tu as déjà vécu des moments difficiles avec Elise? Parce que en fait, c'est pas, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand. Il y aura forcément des moments de haut et de bas. Et du coup, est-ce que tu as déjà vécu ça avec Elise et est-ce que tu penses que c'est un mal nécessaire, entre guillemets? Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'on joue ensemble que depuis là début septembre. Donc, on a joué principalement sur BBO, Into Bridge, donc en ligne. Donc, on a moins ce ressenti comme je la vois pas, etc. Je sais pas si parfois derrière son écran, elle est un peu blasée de l'entraînement ou voilà, je le ressens moins. Ok. Mais en tout cas, par message, souvent, on débriefe, voilà, ça a l'air d'aller, on prend note des trucs pour pouvoir s'améliorer. Enfin, donc, je pense que ça arrivera plus quand on fera des compétitions en vrai, quoi. Et, euh, Ok. et donc là, il faudra apprendre à gérer, quoi. Très cool. Ok, ok. Ça marche. Oui, parce qu'évidemment, c'est une différence, et ça, on en parlait au dernier podcast, il y a une différence entre le digital et le vrai. Ça change quelque chose en termes est-ce que ça change quelque chose pour vous en termes d'enjeu quand tu es sur une compétition un peu relevée en termes de niveau? Est-ce que ça change quelque chose d'être en vrai ou pas? Moi, je sais que je m'applique beaucoup moins en ligne. Enfin, j'ai un peu ce truc je sais pas, ça me parle moins parce que en fait, je suis seule chez moi en train de jouer, donc j'ai pas l'impression que c'est vraiment une compétition. J'ai pas l'impression que c'est vraiment sérieux. Enfin, j'ai du mal à m'appliquer et être vraiment dans des conditions comme si je jouais à un tournoi hyper important, quoi. Donc, Ouais. j'imagine que je joue mieux en vrai que en ligne, mais bon, après, on fait avec, hein. Et toi, Margot? Bon, sincèrement, après, tu disais un niveau relevé comme si du coup c'était niveau égal. Et moi, je pense que vraiment, on joue au bridge pour les moments en présentiel où on est avec sa partenaire ou son équipe, ou etc., pour vivre la compétition. Et pour moi, tout ce qui est en distanciel, c'est en fait pour préparer le présentiel. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est que des entraînements. Genre, même si on joue, je sais pas, moi, championnat d'Europe Girls en ligne, pour moi, ce sera pour préparer le vrai championnat d'Europe Girls. Ça aura pas un intéressant. Enfin, c'est cool pour s'entraîner. Du coup, on a de la chance parce que, donc, on n'habite pas toutes dans la même ville. Et c'est super. Par exemple, Elise, elle est à Lyon pour le coup. Donc, ce serait Ouais. hyper compliqué sinon pour jouer avec Will. Et donc, c'est super. Mais je pense qu'en fait, c'est que des entraînements et que le vrai truc important, voilà, c'est le championnat ou par exemple le Chanel Trophy si on le joue en décembre, enfin, des trucs comme ça. Et ce sera où le Challenge Trophy? De retour à Utrecht chez moi? Je crois pas, je pense que ce sera Ok. Belgique ou France, mais Ok. La dernière partie, peut-être on va finir là sur ça, sur la première partie de ce podcast. C'est l'échec, parce que ça, c'est un truc qui arrive euh, très régulièrement. Il y a des moments de haut et de bas au bridge. Tu peux avoir en fait juste un coup de malchance, c'est-à-dire que tu as bien joué, mais juste ça tombe pas bien. Comment vous gérez ça à toutes les deux et individuellement? je vais commencer. Vas-y, Allez. oui, commence. Comme je disais, moi, j'ai du mal à avoir. En fait, je suis un peu dans le déni tant que je suis pas sortie de mon match et que j'ai pas fait les points avec mes partenaires. Enfin, je me dis pas que j'ai perdu, quoi. Donc, même s'il y a des mauvaises zones, etc., je me dis, s'il reste encore des zones, elles peuvent avoir un gros pataquès, elles peuvent chuter quelque chose sur table, ça arrive à tout le monde, c'est pas encore mort. Et puis, nous, on a le droit de ramener un bon coup. Et puis, comme Margot disait tout à l'heure, ça se trouve, les autres aussi, ils ont fait les mêmes erreurs que nous. Donc c'est vrai que l'échec, sur le moment, j'ai un peu du mal à le percevoir tout de suite. Et après, c'est sûr Ouais, que quand je sors d'un match et que j'ai mal joué et que je me rends compte que de toute façon, c'était vraiment compliqué de gagner, c'est un peu dur à digérer. Mais encore une fois, je me rattrape sur le fait que il y a encore plein de matchs, etc. Donc vraiment, pour moi, les plus durs, c'est voilà, quand on a joué, je sais qu'il y a je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être il y a 3 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans, on a joué une finale de championnat du monde où on jouait contre la Pologne. Et là, pour le coup, quand on est sorti et qu'on avait perdu de 20, et en plus, moi, j'avais écouté, donc là, je me suis sentie hyper triste, hyper déçue, et j'ai mis quelques jours à le digérer. Enfin, j'y pensais souvent dans la journée, etc. Et c'est sûr que ça nous fait un peu un choc. Mais bon, ça passe avec le temps. Et puis, comme on joue tellement aussi,
on finit par s'y remettre l'année d'après et voilà. Hein. J'allais en parler aussi enfin, je crois que c'est le seul moment où j'étais vraiment déçue en vrai, parce qu'après, il y a eu d'autres trucs où j'ai fait des résultats objectivement un peu décevants. Par exemple, quand on allait jouer en Argentine, les World Prix, on été éliminé en huitième. Enfin, c'était naze un peu comme résultat. Ou par exemple, on a fini deuxième en championnat d'Europe à rien. Mais en fait, c'est vraiment le seul moment, je crois, où j'ai été vraiment très déçue, le championnat du monde Girls, où on n'a pas de pas grand-chose. Et je me rappelle que vraiment, je suis sortie, j'étais pas bien. C'était la seule fois, je crois. Enfin, je sais pas, j'étais mélange de triste et un peu d'agacée. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était la seule fois où vraiment, j'ai vraiment ressenti de la déception fort, quoi. Comment tu capitalises comment vous capitalisez sur ce genre de choses? Qu'est-ce que vous dit votre coach? Qu'est-ce que vous dit l'entourage autour? C'est quoi les choses qui sont importantes quand ça arrive? Je sais pas trop. Je crois qu'en vrai, on n'est pas beaucoup accompagné, enfin, en tout cas, dans ce truc de déception, parce qu'en plus, ça finit, le lendemain, on rentre chez nous, et puis après, enfin, la vie continue, entre guillemets. Donc, je crois pas, en tout cas, qu'on ait vraiment d'accompagnement en mode tout va bien, j'en sais rien, des choses gentilles. Après, enfin, personnellement, moi, c'est la seule fois où ça allait pas trop. Sinon, le reste du temps, j'ai l'impression de le vivre plutôt bien. Moi, quand ça se passe pas très bien, en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'Anaïs, elle soit triste, par exemple, parce qu'elle le vit moins bien que moi. Mais sinon, franchement, bon, ça va. C'est vrai que sur le moment, j'ai l'impression que tout le monde digère un peu comme il peut. Je pense que même le coach, au fond de lui, il était un peu sur le moment triste pour nous, triste qu'on n'ait pas réussi à gagner, etc. Donc, bon, chacun était un peu, voilà, parlait pas énormément. Il y avait aussi les autres équipes de France. Moi, je me souviens qu'il y avait quelques juniors qui étaient venus nous voir et nous dire, ah, ben, vous pouvez quand même être fiers de vous et essayer un peu de nous remonter le moral. Donc, ça, c'était sympa. Donc, il y a un peu enfin, pas de l'entraide, mais voilà, entre les équipes, il y avait quand même une bonne ambiance et ils étaient là pour nous. Donc, ça, c'était cool. Et puis après, bah voilà, ça passe avec le temps. Hein. Ouais, puis c'est vrai que ça me fait penser que du coup, c'était l'année où les U31, ils étaient champions du monde. Et en vrai, la joie pour eux, elle était plus forte en vrai, je pense, que notre déception. Et du coup, on était vraiment super contente pour eux. Enfin, je pense, et que du coup, ça efface quand même, parce que les bons trucs, c'est plus important. Ouais, on était trop contents qu'il y ait la Marseillaise à un moment, quoi. Puis c'est quand même sympa de monter sur le podium dans l'absolu, parce que du coup, vaut mieux être deuxième et avoir un peu le seum plutôt qu'être quatrième pour le coup. T'avais mise, Vas-y, vas-y. enfin, en gros, t'avais parlé de la routine à un moment. Ouais, exactement. J'ai mis un article d'une personne qui s'appelle Nabil Edgton. J'espère que j'écorche pas trop son nom, qui est un joueur américain et qui a une routine euh, d'entraînement, qui se met vraiment dans un mindset. Il a une routine pour arriver à la compétition. C'est-à-dire que quelques semaines avant, déjà, il change son régime alimentaire, il fait plus de sport. Euh, donc, c'est vraiment assez procédural, ce qui est très intéressant. Et donc, dans son document qu'il partage sur le site, et je mettrai les liens en commentaire, en fait, il prend comme exemple des athlètes de haut niveau dans le sport. Je crois qu'il cite Michael Phelps, qui est un champion de natation, mais pas que. Et donc, en fait, il a tiré de leur routine, tiré de ses enseignements que d'autres champions partagent, il a tiré des routines pour lui qu'il s'applique. Et donc, la question que j'avais pour vous, du coup, je vais aller sur toi, Margot, c'est est-ce que vous avez ce genre de choses? Ouais. Du coup, donc, moi, je me suis rendu compte qu'avant un championnat important, donc c'était important pour moi de refaire ce qu'on avait fait avec la coach mentale. Donc, je suis assez contente de m'être rendu compte de ça, que ça me faisait du bien de me préparer de cette manière. En fait, c'est assez rassurant, je trouve, parce que du coup, ça veut dire que tu es sur la même longueur d'onde, ou qu'en tout cas, ta partenaire, elle te comprend, etc. Et je pense que c'est un truc, voilà, qui me rassure beaucoup. Euh, c'est pas faux. Qui me rassure beaucoup, donc, d'être, voilà, bien préparé pour que ça se passe bien. En tout cas, humainement, parce que c'est le plus important pour moi, que les résultats, pour moi, ils passent vraiment ensuite. Et après, je sais que, donc ça, c'est plus au dernier moment, mais en Girls, on fait quelque chose que j'aime bien, qui est qu'avant chaque match, on fait un cri de guerre. Donc, on se réunit, et puis en Ah fait, ouais, on dit quelque chose, donc on se met d'accord chaque année dans l'équipe. Donc, bon, on a choisi un cri de guerre donc pour quand on avait fait notre championnat du monde, un autre quand on avait fait le championnat d'Europe, ainsi de suite. Et c'est super sympa parce que c'est notre truc à nous. Et je trouve que ça fait vraiment, voilà, on est une équipe parce que donc les pairs c'est important, mais l'équipe c'est hyper important aussi parce que donc on est quand même solidaire dans le résultat. Et donc ça c'était trop cool. Et puis après on se tape dans les mains, on se dit bonne chance et c'est parti. Mais moi j'aime bien cette petite routine. très cool.
Très cool. Effectivement, je me souviens l'avoir vu au Challenge Trophy, pas au Challenge Trophy, mais la dernière fois en Hollande quand j'ai été kibitzer Luc et que je t'ai vu également, Marco. Oui, est-ce que tu as t'as des routines en particulier que tu t'appliques? Pas trop. Bah, c'est vrai que la semaine avant, je relis un peu en boucle mon système. Ok, ok. C'est juste pour être sûr de ne pas faire d'erreur de système. Et sinon, non, bah, avant les matchs, j'aime bien me réveiller quand même pas au dernier moment pour avoir le temps quand même de prendre un petit déj, prendre une douche, faire un tour à pied, enfin un peu s'aérer pour pas arriver fatigué à la table, mais être vraiment bien réveillé. Ça, je trouve c'est important parce que sinon, on se rend compte à la première donne qu'en fait, on dormait à moitié, on a chuté sur table, ça commence super bien la journée, quoi. Donc, voilà, c'est plus ça. Et sinon, ouais, le cri de guerre, je trouve que c'est vraiment sympa, ça motive. Vous avez quoi comme cri de guerre, là? Vous en avez un, en fait? Bah, pas encore, du coup, c'est chaque année, on se met d'accord un peu avant le championnat. Ouais. Ok. Ok, le cri de guerre, ça peut être penser à Fort Boyard. On a les références qu'on peut. C'est En ressemble à ça, en vrai? fait, on se met juste d'accord, soit on crie toutes quelque chose en même temps, soit alors c'est par paire. Ça varie un peu, mais on se met d'accord. Là, je crois qu'on l'avait fait vraiment au championnat, mais avant, on l'avait fait pendant un petit week-end de cohésion qu'on avait organisé avant. Trop cool. Ok. Après, faut un Ouais. peu les pousser, les plus timides, à faire un cri de guerre, parce que par exemple, Clara, je vois très bien qu'elle crie pas, hein. Heureusement Mais que ce qui c'est est le bien, je crois que l'année dernière, enfin, du coup, pas là, mais l'année d'avant, on avait fait par paire. Et du coup, c'était pas mal parce qu'elle était un peu obligée de parler quand Nice. même, Clara, parce que sinon, c'était la seule à parler. Mais du coup, on sentait la toute petite voix de Clara et Margot qui essayait quand même de meubler pour les deux. Mais heureusement que c'était avec moi et pas avec Ninon, genre, enfin, je sais pas. C'est vrai que si c'était une toute petite, la pauvre, ça aurait fait une voix de souris. Donc, on transitionne sur ce segment Bridge au féminin, qui est un peu un sujet épineux, comme je le disais, qui est un sujet difficile aussi, parce que tout n'est pas rose dans ce segment. Alors, en préparation de ce podcast, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de me documenter un petit peu sur la question. Donc, actuellement, ce que j'ai trouvé, j'ai quelques data points. C'est que déjà, il y a une catégorie dans laquelle vous jouez toutes les deux, qui est Girls. Et peut-être que je vais laisser l'une de vous deux présenter ce que c'est cette catégorie Girls, comment ça fonctionne. Allez, du coup, c'est une catégorie pour les filles de moins de 26 ans. Et, euh, et du coup, on rencontre que des équipes féminines de moins de 26 ans au championnat. Et ça a été créé il n'y a pas très très longtemps, si je ne me trompe pas. Alors ça, je ne sais pas exactement la date, mais je ne sais pas si Margot, tu sais. Oh non, j'ai pas du tout l'année. Euh, donc, j'ai pas exactement la date en tête, mais ça a été créé récemment, au-delà des années 2000. Par contre, du coup, ce que je sais, c'est qu'il y a des compétitions et des catégories qui sont réservées aux femmes. Il y a la Venice Cup, par exemple, qui est le championnat du monde féminin. Ça a été démarré en 1970. Et donc, il y a aussi il y a du mix et du non-mix en bridge. Et si je ne me trompe pas, du coup, Margot, tu joues dans cette catégorie également, en bridge dame, c'est ça? C'est ça. Et après, ce que je rajoutais, c'est que ils sont en train d'en rajouter en fait des épreuves catégorielles parce que, par exemple, là, la Champions Cup, par exemple, elle existe depuis longtemps, la Champions Cup Open, donc c'est une compétition à part européenne qui en fait qualifie les meilleures équipes nationales, c'est-à-dire donc par exemple quand on gagne la DN1 française, je crois que c'est cette épreuve qui sert de qualification, on a un ticket pour participer donc à cette Champions Cup. Et ils ont rajouté depuis 2023 la Champions Cup féminine. Sinon, il y a aussi les Winter Games où là, ils ont changé, c'est plus que Open, mais ils ont aussi mis une semaine Open et une semaine mixte. Je me dis juste que voilà, ça tend vers ça, en tout cas. Très cool. Écoute, je ne savais pas. Donc, c'est cool, d'entendre qu'il y a de plus en plus de diversité. Et ça va du coup faire aussi plus de compétition et plus de choix difficiles à faire parce que tu ne peux pas tout faire non plus. Très bien. Ça marche. Donc, en recherche préliminaire également, donc là maintenant, je vais présenter un peu plus le sujet, c'est le manque criant de femmes en haute compétition. C'est le pro nageur. Donc, la première femme au classement français,
actuellement en tout cas, c'est Anne-Laure Tartarin, si j'écorche pas son nom de famille. On a donc dans le top 200 FFB, 39 femmes, uniquement sur 200. Par mesure de comparaison, c'est un peu mieux que les échecs, où il y en a 3 sur 300, mais quand même, c'est pas dément. 39 sur 200, c'est pas dingue en termes de pourcentage. Sachant quand même qu'au bridge, et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans mes recherches, c'est qu'en fait, il y a plus de femmes joueuses que d'hommes, au général, au global. C'est-à-dire qu'on a 55% de femmes, 45% d'hommes. Et donc, c'est quand même dingue de se dire que dans le top 200, en fait, c'est pas du tout cette proportion, c'est complètement, c'est 39 femmes sur 200, c'est pas beaucoup. J'ai regardé aussi les stats US. La première femme au classement, c'est quelqu'un qui s'appelle, encore une fois, je vais peut-être décourager son nom et son prénom, Sheila Gaby, qui est 39e. Ensuite, il y a la 80e. Et au total, j'ai regardé jusqu'au 130e, il y en avait 7. 7 sur 130, ça fait vraiment pas beaucoup de pourcents. Voilà, donc dans les Player of the Year, qui est une catégorie à part aux US, il y a Marion Michelsen, qui était 13e, qui est assez connue, qui fait des très jolis coups de psychique, by the way. Celle après, c'est une personne qui s'appelle Kitty Cooper, qui est 60e. Donc vraiment, on a 13e, 60e, et après, j'ai pas vu d'autres personnes en fait. Donc c'est assez pauvre en fait en représentation féminine. Voilà, donc ça c'est un peu pour les data points. Côté français, pour revenir sur ça, j'ai regardé les présidents de la FFB. C'est pas compliqué, il n'y a eu que des hommes depuis la création de la FFB. Chez les présidents de comité, il y en a 4 sur 29 qui sont des femmes, ce qui représente 13%, c'est très très peu. Voilà, donc il y a très clairement un problème et un manque de représentativité criant chez les femmes. Donc, je voulais vous laisser un petit peu la parole. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Pourquoi c'est le cas? À votre avis, qu'est-ce que c'est la raison qui explique tout ce que je viens de dire? Moi, j'aurais juste rajouté quelque chose, c'est aussi qu'il y a très très peu d'arbitres femmes. Et donc en fait, il y a à la fois au niveau compétition, dans le comité, etc., mais il y a aussi arbitres, les membres des instances. Enfin, c'est vraiment très global dès que c'est des responsabilités quelque part. Et enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un problème global. Et en fait, c'est assez terrible de se dire qu'on est bien lotis en France par rapport à d'autres pays, je trouve. En tout cas, tu penses que tout ce que je viens de noter, c'est encore, en plus de ça, c'est mieux que dans d'autres pays? ouais, c'est ça. C'est ça, je trouve, qui est assez terrible. C'est qu'en fait, en France, ben, on est vachement. Enfin, voilà, on est vachement bien, quoi. Tout est très bien, mais enfin, c'est assez incroyable de se dire ça, je trouve. Et donc, je pense en tout cas que dans les raisons pour te répondre, déjà, comme le bridge, c'est un milieu où les gens sont quand même vieux. Bah, du coup, il y a quand même une génération plus misogyne, je pense, que dans d'autres milieux. Ensuite, je pense que les femmes, de manière générale, sans faire une généralité, elles ont moins confiance en elles que les hommes. Et du coup, donc comme le milieu est misogyne et qu'en plus c'est quand même un sport particulier, enfin je veux dire c'est un sport intellectuel, donc en fait souvent les gens ils relient directement, si t'es pas fort au bridge, ben en fait c'est que t'es bête, etc. Et je trouve que c'est hyper dur à vivre de temps en temps. Donc il faut quand même avoir assez confiance en soi déjà. Bon, il faut aussi avoir un petit peu de recul et se rendre compte que si t'es pas très fort au bridge, c'est pas forcément que t'es bête dans la vie. Enfin, il y a des gens qui sont très forts au bridge qui sont complètement cons. Et donc, en tout cas, je pense que ça participe. On n'a pas de nom. Hein. Et après, dernier point, je pense aussi que, en fait, on a parlé des catégories féminines. Je pense que c'est bien, mais c'est pas non plus hyper bien. Parce qu'en fait, on comprend l'idée, c'est pour qu'il y ait en fait des femmes qui jouent à haut niveau, etc. Parce que sinon, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, il y en a plus qui jouent dans ces catégories, mais moins qui jouent dans les catégories open. Parce qu'en fait, à niveau égal, moi je pense vraiment qu'en fait, du coup, on va mettre la fille en catégorie girl, c'est laisser le garçon qui peut pas aller ailleurs, aller dans la catégorie ouverte à tous. Et ça, c'est contrariant. Par exemple, j'ai eu le problème récemment
j'avais envie de jouer en Open, en U26. J'ai réussi, mais c'était compliqué. Il y avait des gens qui ne voulaient pas parce qu'elle allait manquer à la catégorie Girls. Sauf que cette catégorie Girls, elle a été créée pour permettre aux filles de faire des compétitions pour celles qui en feraient pas sinon. Donc c'est... Il y a que moi qui y pense ici. Hein. Mais en plus, oui, c'est vrai que je suis focalisé en fait sur ton Discord. Donc voilà. En tout cas, je pense que finalement, ça dessert peut-être un peu la cause, ces catégories, dans le sens où après, en fait, on nous ferme un peu, par exemple. Je pense à un truc, et je l'avais noté autre part, mais rien que le fait, il y a des garçons donc de notre âge à Will et moi qui ont mon niveau. Je pense vraiment qu'ils ont mon niveau ou peut-être que je joue mieux et en fait, ils ne me proposent que des mixtes. C'est vraiment, c'est automatique. Ils ne me proposeront jamais rien d'autre. Donc voilà. Et donc ça, c'est un peu embêtant, je trouve. C'est qu'en fait, je serais un garçon, ils me proposent, enfin, logiquement, ils me proposeraient pas des mixtes, mais en plus, je pense que ça leur viendrait pas à l'esprit de vouloir jouer un truc spécifique, en fait. Et ça, c'est un peu. Je comprends. On va y revenir à cette catégorie, ces catégories spéciales qui ont été créées, parce qu'effectivement, ça a des avantages et des inconvénients très, très, très certains. Peut-être avant de passer là-dessus, je veux vraiment entendre ton avis également sur, à ton avis, Will, est-ce que c'est déjà quelque chose que toi tu ressens, ça, personnellement? Déjà, juste pour revenir sur ce que Margot a dit, je pense qu'il y a aussi ce cercle vicieux de dans le bridge, la femme a une image de moins forte d'office qu'un mec. Et Pourquoi? D'où ça vient ça? après, probablement des stats, comme il y a plus de forts, dans les 200 premiers, comme tu disais, il y a plus d'hommes que de femmes, etc. Et donc, sûrement que les jeunes ont plus de repères de poser des questions à des forts qui sont des hommes plus que des femmes. Donc, peut-être ça crée ce truc de, les mecs se débrouillent mieux que les filles au bridge. Donc, comme il y a cette image, je pense que les gens de notre génération, les mecs, ils proposent jamais à des filles de jouer autre chose que des mixtes. Parce qu'à mon avis, ils vont se dire, oh là là, c'est presque comme s'ils avaient peur qu'on se moque d'eux, ou ils vont se dire, oh là là, je pourrais avoir mieux, ou alors que comme Margot disait, je pense que il y a des mecs qui jouent moins bien qu'elle et qui lui proposent que des mix, quoi. Donc bon, déjà il y a ça. Et sinon, moi je pense aussi qu'il y a un peu ce truc de quand quand un mec se met après c'est un peu une généralité, mais moi j'ai l'impression que quand on commence nos études et que on est une fille par exemple et qu'il y a le bridge en parallèle, on va quand même plus se concentrer de base sur nos études que sur le bridge. Et je vois par exemple Eulalie, qui est une fille qui rentre en prépa. Elle a dit cette année, je fais pas du tout de bridge parce que je suis rentrée à Ginette et je suis en prépa, etc. Et elle fait pas trop les deux. Alors que je trouve qu'il y a pas mal de mecs où on avait un exemple, enfin, il y en avait plusieurs où ils ont quand même fait pas mal de bridge et un peu fait des études en parallèle, mais on sentait qu'ils se donnaient pas spécialement à fond dans leurs études et que c'était plus le bridge. Et il y a un peu ce truc de peut-être que les filles aussi sont un peu plus sérieuses sur la vie à côté du bridge et donc se donnent moins à fond que les mecs. Après, peut-être qu'elles progressent moins vite. Et enfin, je pense aussi que le fait qu'on soit mis dans des catégories, pour les girls, par exemple, que ça a créé, il y a eu cette catégorie, et qu'on soit mis dans cette case-là, on n'a pas les mêmes entraînements au final que les mecs. Et je pense que s'il n'y avait pas cette catégorie, probablement que les premières années, ce serait un peu difficile pour les filles de jouer dans les catégories juniors, etc. Mais en fait, in fine, si elles sont toutes formées en même temps que les mecs de leur génération, on les prend tous à 15 ans et on les forme tous ensemble, peut-être que le retard de niveau il sera moins important qu'à l'heure actuelle, quoi. Alors, on a parlé un petit peu de représentativité également. C'est-à-dire c'est ce que tu disais, il n'y a pas forcément de rôle modèle a priori, mais je voulais vous poser la question, c'est quoi vos rôles modèles dans le bridge féminin? Est-ce que vous en avez? Moi, personnellement, j'ai pas trop de modèles féminins, mais après, j'ai pas trop de modèles masculins non plus. Et après, il y a quand même des bridgeuses où j'admire des choses. Par exemple, Anne-Laure, je trouve qu'elle joue hyper bien. En plus, je trouve qu'elle est géniale comme coéquipière aussi, parce que j'ai plus l'habitude dans ce sens-là. J'avais joué que quelques donnes en face d'elle, mais elle est à la fois hyper sympa et hyper accessible, je trouve. Hyper joyeuse, alors qu'en fait, c'est la numéro 1 française, donc elle pourrait très bien, je veux dire, moi, peut-être parler des donnes d'égal à égal, enfin, j'en sais rien. Après, ça sera un petit peu méchant l'inverse aussi, hein, mais je veux dire, en tout cas, elle est vachement accessible et sympa, donc je me dis qu'elle, c'est vraiment, c'est celle que je trouve la plus sympa et celle à qui je préférerais ressembler. Après, même d'autres personnes, je me dis,
Voilà, par exemple, Anaïs, elle est hyper appliquée, j'admire ça vraiment beaucoup chez elle. Et après, il y a aussi Anne Labé qui a fait le choix de pas jouer dans ces catégories dames, Mhm. parce qu'en fait, justement, elle aime pas trop le fait qu'on mette directement les filles. Après, je ne veux pas parler pour elle parce qu'il y a d'autres raisons, etc. Mais le principe, c'est qu'en fait, elle pense que ces catégories, elles devraient pas exister parce qu'elles desservent plus qu'autre chose. Et donc, elle fait le choix de pas jouer dedans. Et en vrai, bon, moi, c'est pas mon choix parce que je trouve que ça apporte une expérience à l'international, etc., qui est quand même bonne à prendre. Mais en tout cas, j'admire un petit peu quand même la prise de position et je la comprends aussi. Ok. Will, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Référence en Euh, femme. Est-ce que toi, t'en as? Moi, je suis assez d'accord avec Margot. J'ai ni référence homme ni femme. J'aime bien, si j'ai une question sur une donne, j'aime bien demander un peu à plein de gens différents. Donc, Ok. parfois, c'est plus, de manière générale, c'est plus des hommes que des femmes parce que, encore une fois, dans les meilleurs joueurs, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais là, par exemple, le fait qu'on ait une entraîneuse plutôt qu'un entraîneur, ça Mhm. fait que ça nous arrive aussi de poser des donnes à Marion. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, Anne-Laure, c'est vrai que je lui parle pas très souvent parce que je la connais pas tant que ça, mais je suis d'accord elle rend vraiment cette image être accessible. Donc je lui parle plus quand en fait je la vois dans un festival, etc. Mais je prends pas trop l'habitude de lui envoyer des messages. Mais je sais que Margot a organisé ce système assez cool d'avoir des parrains marraines. Donc Mhm. chaque personne de l'équipe de France Girls là a un parrain ou une marraine. Et donc je sais que ma partenaire Élise, sa marraine c'est Anne-Laure. Donc, il y a plein de moments où elle lui pose des donnes qu'on fait ensemble et donc elle me donne le feedback de Anne-Laure. Donc, j'ai aussi l'avis de Anne-Laure. Moi, mon parrain, c'est Cédric. Donc, Ok. j'ai un peu des avis. On a des avis de partout, quoi. Donc, c'est ça qui est sympa. Cool. Donc, c'est Cédric Lorizini, c'est ça? Ouais. Ok. Nice. Très cool. Mm. Euh, Trop bien. Mm. Alors, je vais revenir maintenant sur les catégories spécifiques d'âme, parce que effectivement, quelque chose que j'ai lu, c'est que c'est une bonne idée dans le sens où ça peut être un tremplin, ça te permet, et corrigez-moi si je me cours, ça te permet, en tout cas dans l'esprit de la lettre, ça te permet d'accéder à un certain niveau de coaching également, d'encadrement pour pouvoir te faire progresser, euh, et aussi de visibilité, parce qu'il y a en fait assez peu de femmes sinon à un haut niveau. Donc ça, c'est les avantages, mais les inconvénients, c'est que il y a un peu plus que la théorie. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'il y a j'ai l'impression, enfin, j'ai lu en tout cas, qu'il y a des hiérarchies entre les catégories. Et en fait, Girls est moins considéré par exemple, Dame ou Open. Euh, Surtout, t'es une fille, globalement, hop, t'es redirigé vers tout de suite Girls, alors qu'en fait, tu pourrais avoir un parcours très brillant, pas dans cette catégorie. Voilà un petit peu ce que j'ai lu en préparant ces interviews. Déjà, est-ce que vous confirmez ça ou pas? Moi, je trouve que c'est un peu toujours pareil. C'est très, très vite, en fait, les filles sont envoyées dans les groupes girls pour s'entraîner. Par exemple, là, je le vois, on a dans notre groupe girls, on a une fille qui s'appelle Blanche qui sort des kids. Saveria, c'est pareil. Donc, elles ont tout juste plus que 16 ans. Et elles sont directement à s'entraîner avec nous. Et en fait, elles prennent déjà un peu un écart avec. Je dis pas que la manière dont nous on est formés est forcément moins bonne que les garçons, mais c'est pas pareil. Et donc, en fait, il y a déjà un décalage, quoi. Alors que je trouve que ça devrait. En fait, comme il y a la catégorie U21, je trouve que jusqu'à U21, les filles devraient pouvoir s'entraîner tout le temps, en fait, avec les garçons. Et que ensuite, quand ils passent à la catégorie junior, là, on voit si elles sont présentes junior. Si c'est pas le cas, elles se entre guillemets rapatrient sur les girls. Mais ça devrait plus être dans ce sens-là que dès qu'elles ont 16 ans et plus, on les envoie en girls, quoi. Pour Et moi, ça, qu'est-ce qui change, hein, du coup, pour ma compréhension entre la formation en girls vs chez les garçons? déjà, je sais que euh, Totof, donc, qui s'occupe des moins de 21, il organisait plus, par exemple, des stages à la Fédé où c'était des week-ends où il y avait des cours théoriques. Ça, c'est plus quelque chose que lui organise. C'est vrai que nous, en girls, on avait plus d'entraînement en ligne. Et en fait, on apprend aussi, mais on a moins cette partie peut-être très théorique. Et je pense qu'au début, c'est pas mal d'avoir plus cette partie théorie. Et les donnes, c'est mieux quand on a déjà pas mal de base, quoi. Et donc, je vois que
par exemple, quand on a 16 ans, on a encore plein de trucs qui sont un peu fragiles sur les connaissances un peu basiques. Et donc, on crée déjà un peu des manques de connaissances par-ci, par-là. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense qu'on mériterait de rester un peu plus dans ce côté théorie jusqu'à un peu plus âgé, quoi. Jusqu'à être un peu plus âgé. Pour compléter ce que tu disais, je pense que en fait, la catégorie girls, donc de base, et enfin c'est un peu la réalité quand même, c'était créé pour avoir les filles qui sont pas prises donc dans les catégories U21, U16 éventuellement, U26. Et donc le niveau est très hétérogène parce qu'en fait, celles qui n'ont pas été prises en U26 par rapport à celles qui n'ont pas été prises en U16 par exemple, enfin il y a quand même un énorme écart de niveau. Et donc je pense que ça participe au fait qu'on ne peut pas faire des stages théoriques parce que par exemple là cette année, donc moi je suis dans l'équipe girls et, et donc on fait faire probablement équipe donc avec des filles qui sortent tout juste des U16. En fait, on peut pas faire des cours pour qu'elles les apprennent et que moi j'apprenne. Je pense que c'est assez incompatible. Je veux dire, après, je me prends en exemple, mais Clara Will, en tout cas, je pense que nous trois, ça fait beaucoup plus de championnats qu'on fait. C'est totalement incompatible, en tout cas, avec le fait d'apprendre du théorique. Dans les entraînements, ça va, parce qu'on peut parler des donnes, on peut parler des bêtises qu'on a faites. Et encore, sincèrement, je n'ai pas l'impression que ce soit hyper utile pour nous, moins que pour les autres. Et donc, c'est pour ça que, moi, mon avis, il est vraiment très ferme, mais je ne comprends pas qu'on fasse pas ça. Pour moi, il faudrait faire des entraînements par niveau. Et à la fin, si les filles, elles sont pas dans les catégories U26, U21, éventuellement, quelques mois avant les championnats, on peut faire des entraînements donc en paire si on jouait pas déjà dans une paire féminine. Mais je pense que choisir dès septembre que les filles elles vont s'entraîner entre elles, je trouve ça complètement dément. Effectivement, c'était quelque chose qui était pas mal revenu. Donc, si je comprends bien, les stages, c'est par catégorie, en fait. Ouais, même les entraînements, en fait, c'est vrai que ce serait cool. Après, je comprends, ça fait beaucoup de monde et c'est un peu compliqué, mais ce serait cool que tout le monde s'entraîne ensemble et qu'à la fin, ils disent, bon, voilà la sélection pour telle équipe et telle équipe. Mais qu'au final, on ait tous bénéficié, s'il y a eu des stages d'entraînement à la Fédé, des mêmes cours, des mêmes entraînements, des mêmes débriefs, que tout le monde ait en fait les mêmes données, quoi. Parce que là, c'est que, comme Margot disait, en fait, on a 16 ans, après on se retrouve en girls et donc on n'a pas toute la partie théorique que les garçons de 18 ans, 19 ans ont encore, quoi. Bon. Est-ce que vous voyez Comment est-ce que vous voyez un petit peu le futur? Donc, il y a une data que je ne vais pas donner, et je vais la donner maintenant, c'est que chez Funbridge, il y a une équipe Funbridge. Ils ne la font plus. Pardon? Ils la font plus, enfin en tout cas. Ok. Bon, c'est dommage, c'était 50-50. Oui. Et puis, en plus, du coup, je peux en parler quand même. Donc, Vas-y. en gros, la Team Funbridge, donc c'était des joueurs de pays et d'autres qui participent à des compétitions sous le nom de Funbridge, donc défrayés par Funbridge et pour promouvoir un peu l'application. Et donc, effectivement, il y avait autant de filles que de garçons. C'était moi qui m'en occupais à Funbridge. Et donc, ça me tenait un peu à cœur aussi de faire la parité, mais après, c'était aussi dans leur idée de base. Et sincèrement, du coup, ce que je voulais dire, c'était que quand même, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils privilégient les garçons, parce que le comportement des filles, il est tellement mieux. Genre, elles sont tellement plus investies et calmes, et franchement, on le voit bien même dans les équipes jeunes et adultes. Enfin, toujours, quand il y a des soucis, c'est avec les garçons. Pourquoi vous prenez pas des filles partout, quoi? Ouais. Du coup, ma question était plutôt sur le futur. Est-ce que vous voyez plutôt le futur comme étant pareil à l'actuel, c'est-à-dire que c'est assez inégalitaire, globalement, pour le dire très, très franchement, ou est-ce qu'il y a un peu d'amélioration? À quel point, en fait, si vous regardez un peu la courbe, est-ce qu'elle est plutôt montante? C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'amélioration. À quel point elle est montante? Ou est-ce qu'elle est plutôt plate? Ou est-ce qu'elle est plutôt descendante? Si vous avez un peu à donner votre ressenti sur la question du futur court, moyen, long terme. Là, déjà, je trouve que. Donc là, il y a un peu un remaniement au début d'année des entraînements, etc. Et donc, pour ce qui est de stage à la fédération, donc c'est toujours pareil, c'était Christophe qui s'en est occupé. Il a fait plusieurs groupes. Et donc, là, il y aura 3 stages dans l'année avec le groupe le groupe A, le groupe B, etc. Et donc, il y a des filles et des garçons dans chaque groupe.
Donc déjà là, il y a plus, enfin, on retrouve ces 3 entraînements dans l'année à la fédération où les filles et les garçons vont participer. Donc ça, c'est assez cool. Après, moi, je trouve que la catégorie girls, bah, à la fois c'est bien, à la fois, comme on disait, c'est pas hyper bien. Et bah déjà, un premier truc qui pourrait être cool à faire, c'est plutôt de la créer en catégorie mixte, quoi. C'est plutôt que faire des girls, ça pourrait être une catégorie mixte. Et ça, je trouve, ça peut être pas mal parce que donc ça fait quand même jouer 3 filles par rapport à si on supprimait complètement la catégorie. Et en même temps, bah voilà, ça permet aussi de faire jouer des garçons, donc ça va sûrement tirer un peu peut-être les filles vers le haut, toute la catégorie en général vers le haut. Et donc ça peut être assez intéressant. Moi, je trouve que ça fait plusieurs années que je me dis que j'aimerais bien que ce soit une catégorie mixte, mais voilà. Donc, si je reviens à la question de base, plutôt positif que poussif. C'est ça que je Ouais, un peu comprends. de positif, Ouais, mais bon, on est encore loin d'arriver à un truc vraiment ouais. complètement homogène en termes de niveau, je pense, avec les entraînements. Enfin, on n'est pas encore dans un stade où tout le monde s'entraîne ensemble, etc., quoi. Ok. Bravo. Moi, je pense un peu pareil. Je pense que il y aura des améliorations, etc. Mais qu'en fait, c'est tellement compliqué d'en avoir. Et c'est aussi parce que les gens bah, qui sont bien placés, ils sont un peu pas vieux et pas réceptifs au changement. Et donc, c'est un peu compliqué en tout cas. Enfin, Ouais. même quand il y a des idées potables qui en fait gêneraient pas et qui seraient positives, mais en fait, c'est dur pour eux voilà, de faire ça, quoi. Enfin, je pense qu'en fait, ça prendra vraiment beaucoup de temps mais vers le mieux, en tout cas, parce que je pense pas que ça ira vers le pire ou que ça va stagner, mais doucement. Mm. Vous avez eu des exemples, donc là tu parles, effectivement, tu entends ce genre de choses en tournoi de temps en temps, mais est-ce que vous avez eu vous-même je sais pas, des personnes qui sont venues vous voir ou des gens qui ont par exemple appelé arbitre, qui revient régulièrement au bridge parce que vous étiez des femmes. Pour la partie arbitre, non, mais après, il y a eu, mais même dans les milieux jeunes, il y a eu, bah, une fois notamment, j'étais partie en championnat universitaire avec Constance et Mhm. on jouait avec 4 garçons et je sais qu'il y en a un qui avait dit ah bah j'espère vraiment qu'elles joueront moins parce que de toute façon elles n'ont pas le niveau ou voilà, c'était remonté à mes oreilles et donc de toute façon, j'ai l'impression que même entre nous, avec des gens de notre âge, on subit déjà le fait qu'ils nous considèrent comme nuls, quoi. Donc bon. C'est dingo ça, dans l'avion, quand on revient à la première partie de ce podcast, en disant que effectivement ce qui fait la différence, c'est l'atmosphère dans l'équipe. Ça démarre Ouais. mal. Ok. Et toi, Margot, est-ce que tu as un exemple des choses qui t'est arrivé personnellement? Bon, je trouve qu'il y en a régulièrement, par exemple, bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes, et que ce soit parce que finalement, il y a aussi des filles qui sont misogynes, Mhm. et je sais qu'il y a des personnes voilà, qui en fait veulent pas faire équipe avec moi, mais pas pour une autre raison, vraiment juste parce que je suis une fille et que ça ferait trop de filles dans l'équipe, des choses comme ça. Et donc, je trouve que c'est totalement. Bon, voilà, c'est un peu lunaire de regarder en fait le sexe de la personne pour savoir si tu veux faire équipe avec, genre sans regarder voilà, le niveau de bridge. C'était même pas l'argument, quoi. C'était vraiment affiché. Il y a trop de filles dans l'équipe, pas envie. Et donc, bon, déjà, je me dis, voilà, trop bizarre. Et après, Ouais, bon, voilà, il y avait le fait, comme j'en ai parlé, que les garçons ils proposent que des mixtes. ouais, Sinon, les gens, en fait, bah, par exemple, bah, du coup, je reparle un peu de ces épreuves catégorielles qui nous conduisent un petit peu à jouer en girls par automatisme. Mais par exemple, je sais que c'était pas du tout pensé, enfin, c'était de bonne foi, je pense, mais par exemple, l'année dernière, enfin, là au championnat, c'était pas si longtemps non plus, j'ai joué donc en junior, et puis après, j'ai joué donc le transnational qui a lieu juste après, où tout le monde peut jouer avec tout le monde. Je l'ai joué avec Clara. Et j'ai mhm, fait un mail à la fédération disant ne m'inscrivez pas en girls avec Clara, on va essayer de jouer les Juventus. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Et après, il fallait encore insister. Enfin, et c'était vraiment beaucoup d'étapes. Alors que pourquoi, en fait, de base, vous nous inscrivez en girls par automatisme finalement? Pourquoi vous mhm. demandez pas à tout le monde qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc là, même en le répétant 3 fois, en fait, ils n'arrivaient pas à le concevoir. Et donc, je me dis, bon, en fait, enfin, voilà, c'est pas forcément des trucs méchants, parce que du coup, les autres trucs de pas vouloir faire équipe, ça, je le mets plutôt de la catégorie méchant. Mais parfois, en fait, les gens, c'est juste qu'ils sont sexistes, mais ils sont pas exprès, quoi. Comment ça, on change
c'est une question qui est très très vaste, hein, et je pense qu'il n'y a pas une. Je pense que ça n'a. S'il y avait une réponse facile, en fait, ça ferait déjà longtemps que ça serait arrivé. Comment on change un système qui est très sexiste, pardon, je veux dire, un système qui est très inégalitaire avec du sexisme ambiant. Comment on fait, comment on essaye d'avoir un impact un peu plus, pardon, je recommence. Comment est-ce qu'on essaie d'avoir un impact un peu positif sur ce genre de choses? Est-ce que vous avez des, des choses que vous avez vues vous-même, mises en place par vous-même ou par d'autres qui fonctionnent? Si tu veux, je commence comme tu veux. Vas-y. Alors, moi, mon avis, c'est qu'en fait, déjà, il faut être un peu solide parce que du coup, faut essayer de faire des choses donc, qui nous paraissent un peu justes pour essayer de faire évoluer les choses. Et puis surtout, enfin, c'est facile, je trouve, de se laisser décourager par tout ce qui ne bouge pas. Et en fait, faut vraiment prendre du recul et un peu célébrer les petites victoires. Par exemple, tout bêtement, bon, je prends l'exemple. Moi, je voulais que les filles elles fassent des entraînements par niveau. Et donc, par exemple, on m'avait dit que ce serait le cas, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Mais les stages, pour une fois, ils sont à peu près par niveau. Et donc, en fait, bah, youpi, quoi, quelque part. Parce qu'en fait, c'était pas le cas du tout avant. Et donc, c'est pas terrible. Ça concerne que 2 catégories sur 3. Mais c'est déjà ça. Et donc, je me dis qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où, en fait, bah, c'est cool. Et par exemple, là, bah, par exemple, le truc de parrainage. Donc, chaque girls se voit attribuer en première série nationale globalement qui pourra voilà, demander des conseils, etc. Moi, je voulais mettre ça en place pour en fait un petit peu pallier la différence donc voilà d'investissement donc des plus grands joueurs dans les catégories parce qu'en fait par exemple les coachs des catégories open bon je pense que c'est un secret pour personne que par exemple ils sont mieux classés donc au classement global par exemple que notre coach. Et donc après, ça ne veut pas dire, enfin, c'est OK, mais toujours est-il que c'est important quand même de aussi avoir voilà, des figures bah, très fortes et accessibles. Et en fait, je pense que ça peut aussi nous aider à progresser d'une autre manière. Et donc, c'est quand même un petit peu une victoire, parce que comme ça, voilà, on a pour le coup, enfin, les filles, je pense qu'elles auront comme ça des références bridgesques vraiment importantes, et donc à la fois féminines et masculines, parce qu'en fait, c'était plutôt 50-50, je crois. Peut-être qu'il y avait peut-être plus de garçons, je sais pas trop, mais en tout cas, comme ça, au moins, ça permet voilà, de pas trop non plus faire de distinction. Et en tout cas, je me dis, voilà, les petites victoires, les petits avancements, c'est pas mal. Comme ça, au moins, la catégorie girls, bah, par exemple, on est dedans. Il y a des trucs qui nous plaisent pas trop, mais on essaie de faire un petit peu des choses pour que ça se passe au mieux, et surtout pour les filles après, parce que pour nous, on a bientôt fini, mais comme ça se passera mieux pour aux générations suivantes. Ça marche. Oui, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, non, je suis assez d'accord. De toute façon, je trouve que c'est compliqué de faire changer. C'est terrible en fait. J'ai invité une paire, donc forcément vous êtes d'accord l'une avec l'autre, vous travaillez sur le même système de base. Donc... Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, En fait, je trouve que c'est un peu compliqué parce que quoi qu'il arrive, même la nouvelle génération qui de base, on va dire, est bah, enfin voilà, ils arrivent, ils sont neutres, ils n'ont pas du tout d'avis sur ça. Bah, ils sont confrontés à des personnes plus âgées qui sont complètement misogynes. Donc bon bah, ils commencent à faire un peu du mimétisme et sans même trop réfléchir, ils deviennent comme eux, quoi. Et du coup, bah, en fait, je vois pas trop comment ça peut changer parce faudrait limiter les interactions entre les personnes âgées et les jeunes pour éviter qu'ils leur transmettent leur misogynisme. Enfin bon, Alors, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment ça peut changer. il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, encore une fois, je lis ça à mon expérience personnelle sur une entreprise. Donc, moi, je travaille dans le secteur informatique. Donc, forcément, il y a, encore une fois, une balance, pas une balance, mais il y a globalement 80% d'hommes, 20% de femmes. Donc, en termes de parité, on est très, très loin du compte. Donc, il y a des problèmes de cet ordre, de cet ordre-là. Quelque chose qui fonctionne bien dans ce cadre, c'est ce qui s'appelle le système des alliés, c'est-à-dire des personnes comme moi qui sont du bon côté de la barrière. Je suis un homme, je suis blanc, je ne suis pas âgé. Et du coup, j'ai tous les atouts en main et je prends le parti. Je m'expose beaucoup plus, je me mouille beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est moi qui vais dire, je ne sais pas, à telle personne, par exemple, quand il ou elle a mal parlé. Et donc, c'est moi qui prends les risques. C'est, entre guillemets, c'est pas
du coup, pour moi directement que c'est pas sur moi directement qu'est ciblé un commentaire ou un comportement, c'est sur quelqu'un d'autre. Et donc, c'est moi qui vais, parce que j'ai de la chance, en fait, j'ai juste purement de la chance, je vais voir la personne et du coup, essayer de faire changer les choses. C'est ce que je vois qui fonctionne d'un point de vue entreprise. Mais je me pose la question, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne? C'est-à-dire que c'est pas vous qui portez le message, mais c'est en fait aller convertir d'autres personnes à votre cause et qui, du coup, jouent le rôle d'intermédiaire. Moi, je l'ai un peu ressenti l'année dernière. Donc, comme j'ai dit, là, j'ai joué en junior une année. Et donc, en fait, moi, j'étais pas très bien accueillie par, du coup, les coachs qui préféraient me voir aller en girls. Et en fait, mon partenaire qui voulait jouer avec moi, Romaric, c'est plutôt lui qui allait parler au coach, etc. Et en fait, moi, je pense que ça passait beaucoup mieux venant de lui. C'était beaucoup plus justifié, en fait, pour lui de choisir sa partenaire, de vouloir jouer avec moi, que pour moi de vouloir aller en junior, pour une raison directe. Mais en tout cas, le Ouais. fait est que ça passait beaucoup mieux parce que ça venait de lui, qui, en fait, avait sa place par défaut. Et donc, là, j'ai beaucoup ressenti ça. Je me suis dit, en fait, bah, c'est... Genre, si c'est moi, ça va pas, et si c'est lui, ça va, bon, bah, ok, faisons comme ça. On arrive sur la fin du podcast. Du coup, dernière question du deuxième segment, c'est est-ce que ça change quelque chose pour vous de jouer contre des hommes ou pas? Et je vais vous donner le contexte sur la question. Pour préparer ce podcast, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde des échecs. Et en fait, il y a eu des études très sérieuses qui ont été menées sur des joueuses d'échecs quand elles jouent face à des hommes. Donc évidemment, c'est un setup un peu différent, hein. C'est 1v1 versus le bridge qui est 2v2. Mais quand tu joues en 1v1, en fait, quand les femmes jouent à l'aveugle, elles ne savent pas qui elles ont en face d'elles, versus elles savent qu'elles ont un homme en face d'elles, elles vont jouer différemment. Est-ce que vous avez ce même ressenti au coach ou pas? Bah, moi, je pense que, en fait, enfin, c'est un peu nul, hein, mais j'ai l'impression que, comme on nous dit tellement tout le temps que les hommes jouent mieux, nanana, etc., bah, quand j'arrive à un tournoi, bon, bien sûr, si je joue contre Anne-Laure et Carole, je vais pas du tout me dire, oh là là, je vais jouer contre deux filles, trop bien, pas du tout. Mais parfois, j'arrive à une table et puis c'est deux personnes âgées, deux filles, et je me dis, bon, bah, peut-être que ça va être moins fort que si j'avais joué contre deux garçons. Et moi, en fait, mon cerveau, automatiquement, se dit ça parce que, en fait, c'est tellement l'idée qu'il y a dans le bridge. Et puis, en fait, je me reprends moi-même et je me dis, mais c'est fou de penser ça parce qu'en fait, pas du tout, quoi. Genre, elles sont à la retraite, elles jouent ensemble. C'est comme leurs maris respectifs qui jouent ensemble et qui sont à la retraite. Enfin, ça change rien, quoi. Donc, je pense que c'est comme si j'arrivais plus confiante, alors qu'en vrai, ça devrait pas avoir lieu. Ouais. Et donc, ça rejoint un peu le truc des échecs, comme quoi, à mon avis, je me sens moins confiante quand je joue contre une paire de deux mecs que plutôt des filles, quoi. Thomas, non. Ouais, moi, j'aurais dit à peu près pareil. En tout cas, c'est sûr que Surprise. Non, On mais aurait dû choisir ça, en fait. Pareil, tu vois, c'est ça le mot qu'on aurait dû choisir. Merci. En tout cas, c'est involontaire si j'arrive, je pense, dans un mood différent à une table contre des filles ou contre des mecs, c'est totalement involontaire. Et je ne crois pas le faire, mais si par exemple on faisait une étude sur moi et qu'on me disait l'inverse, moi en vrai je serais pas très surprise. Genre, je pense pas le faire, sincèrement, je pense pas me dire je joue contre des filles, si. Après, c'est un peu différent, je pense, selon les contextes. Par exemple, enfin, parfois on les connaît, par exemple, on sait qu'en girls, tout bêtement, en fait, c'est les filles qui n'ont pas pu aller en U26, donc logiquement, elles sont pas non plus, enfin, elles sont censées être à notre niveau ou moins fortes, donc on a quand même, voilà, des bases sur lesquelles se fonder. Mais en tout cas, je crois pas faire ça, mais si, voilà, s'il y avait un test, je serais pas non plus hyper surprise qu'en fait, bah, par exemple, j'en sais rien, moi, je sois plus agressive à l'enchère ou j'en sais rien contre des filles, je serais pas non plus. Et sinon, par Vas-y, exemple, vas-y. pour revenir sur un sujet auparavant, moi, ce que je me disais aussi, c'est qu'en fait, pour les épreuves catégorielles, ce que je trouve négatif, donc, en fait, c'est qu'on doit choisir quelque part. Parce que du coup, c'est super d'avoir l'avantage de pouvoir jouer si on ne pouvait pas autrement, par exemple. Mais par contre, je trouve que c'est dommage de devoir choisir. En fait, ce serait peut-être un moyen, voilà, d'avoir le positif sans le négatif, finalement, de pouvoir les cumuler, en fait. Enfin, je veux dire, par exemple, je pense aux entraînements EBL, là, on va en jouer un mardi avec Will. En gros,
c'est un entraînement qui a été mis en place, donc qui est en distanciel sur Real Bridge. Et donc, c'est pour que les paires puissent jouer donc, contre des systèmes étrangers. Donc, c'est un entraînement 100% féminin. Et donc, c'est en même temps que rien. En tout cas, on peut jouer, ça nous apporte juste du positif. Et c'est juste censé voilà, permettre aux femmes de pouvoir jouer à haut niveau et voilà, de vivre un petit peu. Et c'est super sympa de se donner confiance, aussi de ne pas voilà, avoir les barrières, par exemple, manque de confiance, de jouer dans un milieu masculin. En tout cas, je trouve que voilà, dans ces trucs, il y a juste du positif et finalement, peut-être que ce serait un bon moyen d'en fait, de faire ces épreuves girls. Par exemple, j'en sais rien, moi, avant les autres championnats, je sais pas trop, mais en tout cas, je me dis que si c'était pas en même temps, en tout cas, il n'y aurait pas le côté, du coup, vous êtes là et vous en bougez pas. On passe du coup aux dernières questions, les rapid fire questions. Alors, bon, le premier podcast, c'était pas un grand succès, c'est-à-dire qu'on s'est étendu très très longuement sur chaque question. L'idée, c'est rapid fire question, c'est dans le premier mot, hein, c'est dans le titre, rapide. L'idée, c'est d'être assez bref. Donc, je vais vous poser une question et essayer de répondre dans un format qui est relativement réduit. Donc, je vais commencer par toi, Will. Si je te dis bridge, qu'est-ce que c'est la première chose qui te vient à l'esprit? C'est ami, en vrai, parce que je trouve que le bridge, c'était vraiment un moyen de rencontrer plein de gens. Et en plus, c'est vraiment intergénérationnel. On peut rencontrer des gens qui ont le double de mon âge quasiment et que je trouve très sympa et avec qui je peux aller dîner et faire un tour de bridge alors que j'aurais pas forcément fait ça sans le bridge. Mais donc voilà, et c'est vraiment enfin, je me suis fait plein de copains et aujourd'hui, je pense que c'est mes amis les plus proches. Enfin, ça aussi fait comme Margot, mon copain fait du bridge, etc. Donc c'est ami. J'aime bien quand tu dis le double quasiment alors que c'est le quadruple quasiment. Bah, il y a aussi double. Ouais, juste pour clarifier, ton copain n'a pas le quadruple de ton âge, Will. Non, mais il a 10 ans de plus déjà. Ok. Margot? Moi, j'aurais dit pair, parce que je pense que c'est vraiment le truc que j'aime bien au bridge, c'est que ça se joue par paire. Je pense que si c'était un jeu individuel, comme les échecs par exemple, ça m'aurait beaucoup moins hypé au départ. Et j'aime bien voilà, le fait de partager quelque chose à deux, aussi au sein d'une équipe, mais voilà. Ça marche. Je continue avec toi, Margot. Pardon, vas-y, Will. Ça va, on est rapide, j'ai dit. Ouais, exactement. Alors, on est plutôt sur un tempo succinct. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'au dernier podcast, moi, j'agrémentais avec mes propos anecdotes. Du coup, évidemment, je fais un peu le pompier pyromane. Du coup, j'essaie de pas le faire. Est-ce que tu peux nous partager ta plus grosse erreur au bridge, Margot? J'en ai aucune idée. J'ai vu la question, j'aurais dû préparer, mais j'avoue que j'étais là, je sais pas. Désolée. Will, c'est quoi la plus grosse erreur de Margot au bridge? J'ai pas d'erreur technique en elle-même, mais souvent elle est en mode non, mais je sais pas du tout, je pense que j'ai fait n'importe quoi, alors que en fait elle a pas confiance elle savait très bien faire et qu'elle a fait comme la majorité des gens auraient fait quoi. Donc je pense qu'elle a pas assez confiance en elle. Mon erreur, c'est d'être une grosse victime, quoi. Non, mais d'avoir peur de jamais bien faire, alors que 90% du temps elle fait très bien quoi. Ok, très bien. Will, c'est quoi ta plus grande erreur? Moi, j'en ai plein pour le coup en tête. Même encore hier, j'ai joué un 6-11 atout et on m'a entamé du valet de trèfle. Et au mort, j'avais la dame seconde et dans ma main, j'avais As-9 cinquième. Et du coup, j'ai réfléchi un peu et puis je me suis dit, bon, mettre la dame, c'est à 0 parce que personne n'entame du valet dans roi-valet quelque chose, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle avait 5 trèfles, j'en ai 5 dans la main, il y en a 2 au mort. Bon, il y a peut-être le roi sec à droite. Donc, j'ai mis petit et puis après, j'avais 11 levées et ma 12e, ça pouvait être sur une impasse. Donc, j'ai fait l'impasse. Et en l'occurrence, la personne qui avait entamé, elle avait entamé du valet dans roi, valet, 8, 4e. Bon, voilà. Ah là là, Et voilà. Et du coup, il y en a plein des dames comme ça où en fait, je me fais complètement pigeonner. Et je marque en plus, c'était de l'IMP et au lieu de marquer plus 13 parce que c'était un 600 atout un peu tendu, on a marqué moins 13. Donc voilà, ça nous a coûté la victoire. Après, c'est ok, tu joues un truc sensé au moins. Enfin, c'est lui qui fait n'importe quoi, genre. Mais bon, mais sinon, j'en avais plein d'autres d'exemples. Quand j'ai joué avec Margot et parce que le dernier segment
Donc, il y a 2 ans, quand on a joué le championnat du monde, j'ai joué le dernier segment en face de Margot contre les Polonaises et on a perdu. Du coup, on a fait deuxième. Pareil, il y avait une donne où il y avait un uppercut et peut-être même il y en avait 2, je crois, dans la mi-temps. Et les 2 fois, j'ai pas fait et on a perdu de 20. Donc, en fait, voilà, je m'en souviens aussi. Du coup, tu fais toujours les uppercuts maintenant. Voilà, exactement. Maintenant, quand j'hésite, je suis en mode, peut-être il y a un uppercut, peut-être il y a autre chose, je prends l'uppercut. Je préfère prendre l'uppercut. C'est bien pour les coups, Will. Je continue avec toi, Will. Cette fois-ci, sur la partie positive, qu'est-ce que c'est ta plus grande réussite? Ou ton plus beau souvenir? Ça peut être aussi Je pense que c'était mes derniers championnats avec ma partenaire Constance. Parce qu'on s'est donc déjà on a fait championne d'Europe du coup avec Margot, Clara et Élise et Zoé. Donc ça c'était vraiment hyper sympa. Il y avait une bonne ambiance d'équipe. En plus on a bien marché tout du long. Donc c'était hyper agréable dans un championnat où en fait t'as jamais trop stressé et c'était super sympa de jouer. On a vraiment que pris du plaisir quoi. Et en plus c'était ma dernière année avec Constance et on s'est hyper bien entendu. Donc vraiment j'en garde un super souvenir quoi. Et cool, Constance. On a joué ensemble. Je Ouais. confirme. Je pense que après c'est un peu couplé parce que j'étais à la fois hyper contente d'avoir gagné pareil le championnat d'Europe Girls et j'étais hyper contente avant d'avoir fait deuxième en championnat d'Europe Dames parce que donc c'était ma première année dans la catégorie, ça s'était hyper bien passé dans l'équipe, dans la paire. Le résultat était super parce que l'équipe de France elle avait pas fait un bon résultat depuis un moment, donc c'était vraiment génial de faire un bon résultat. En plus les filles elles étaient agréablement surprises de notre partie parce qu'elles pensaient que on serait beaucoup moins expérimenté et un peu fébrile ou j'en sais rien. Et donc, ça s'était super bien passé. Et en vrai, j'étais assez fière de faire un bon résultat. Voilà. Le retour le plus dur que l'on t'ait fait, Will. Je démarre par toi. Alors, il y a eu une fois où en fait, on a démarché un ami à moi pour, intégrer une équipe. C'était pour l'Open par 4 ou je sais plus. Et il avait dit oui, et je pourrais jouer avec Will. Et la personne en face avait dit non, on voulait quelqu'un de plus fort, alors que mon ami et moi, on avait sensiblement le même niveau. Bon, encore une fois, c'était un mec et j'étais une fille, donc peut-être ça a Aïe, joué. aïe, aïe. Mais c'était non, si tu arrives à trouver quelqu'un d'autre, on te prend toi, mais pas avec Will, quoi. Donc bon, ça m'a fait un peu de la peine. En plus, j'étais assez jeune, je crois, j'avais genre peut-être 18 ans, 19 ans, donc c'était pas, peut-être 18. Donc bon, j'étais un peu tristoune, quoi. Moi, je savais pas trop là non plus. Je veux dire, après, les petites remarques que j'avais dites tout à l'heure, un peu sexistes, c'est pas très cool. Mais après, sinon, j'ai pas l'impression qu'on soit pas très agréable avec moi de base. Je pense que je suis plus dur avec moi au final quand je fais des bêtises qu'on l'est globalement avec moi. Ça peut être une remarque, la question, ça peut être une remarque que tu as fait de ton coach, par exemple. Parce que l'idée, c'est de grandir. Il y a forcément des blind spots, quel que soit son niveau. Il y a forcément des endroits où tu peux encore progresser. Qu'est-ce que c'est Tu as des exemples peut-être Je sais pas trop. Après, j'ai pas une très bonne mémoire, donc on m'a pas fait de retour extrêmement marquant. D'accord, très bien. Tu apprends au fil de l'eau, c'est-à-dire que après, ça passe. Très bien. Alors, un moment transformatif au bridge. Qu'est-ce que c'est un moment où vous avez les Anglais disent haha moment. Je crois qu'en français, on dirait un moment eureka qui a débloqué certaines choses. Will, on démarre par toi. Ouais, je pense que c'était mes premiers championnats. Après, la première fois que j'ai joué en championnat, je crois que c'était un championnat d'Europe avec Constance. On était vraiment la troisième paire, donc on n'a pas beaucoup joué, etc. Parce qu'on était un peu en dessous. Mais je pense qu'en fait, voilà, de faire que du bridge toute la journée ou de regarder, d'être vraiment tout le temps là à parler de bridge, etc. Ça m'a vraiment donné un déclic j'ai envie de me mettre à fond parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Tous les étés, d'aller en championnat, de rencontrer du monde étranger, etc. C'est sympa. Et puis vraiment de faire du bridge à fond. Donc je pense que ça m'a motivée à plus m'y mettre et à plus travailler mon bridge, quoi. Moi, je pense que c'est d'avoir joué en junior l'an dernier. Du coup, en fait, je joue en face de quelqu'un qui joue beaucoup mieux que moi, dans une équipe où tout le monde joue beaucoup mieux que moi. Et en vrai, c'était un peu intimidant, mais à la fois super sympa parce que du coup, ça s'est quand même bien passé. Tout le monde était hyper gentil. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie quand même de me donner les moyens pour pouvoir jouer dans ces équipes
quand même, bon, du coup, même si on me met un peu des bâtons dans les roues des fois, et je me suis dit, voilà, j'ai un peu envie de me donner les moyens, et en fait, ça m'a un peu boosté finalement, même d'être, du coup, la moins forte. Enfin, en fait, ça donne un petit peu envie de se dépasser aussi. Allez, on arrive sur les 2 dernières rapid fire questions. Ça fait beaucoup en fait, hein. Je suis en train de réaliser, il y a 7 questions avec 2 personnes. C'est que j'ai réduit la liste. Et je suis quand même intéressé par vos réponses sur est-ce que vous avez des lectures à recommander à nos auditeurs, soit en ligne, soit à l'écoute, soit des livres. Qu'est-ce que vous avez recommandé? Bon, moi, j'aime bien lire Bridgerama. Je sais pas, je crois que je suis abonnée avec Funbridge. Bon, je sais pas, tous les mois, je les reçois, donc ça, c'est très cool. Et du coup, donc voilà, donc j'aime bien feuilleter. Bah, il y a plein de petites énigmes, des donnes, quelqu'un qui parle d'une enchère. Et je trouve ça assez sympa. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a de l'enchère, du jeu de la carte, un retour sur un championnat, voilà, des petits quiz. Donc, c'est assez sympa pour toucher un peu à tout. Et à chaque fois, c'est écrit par des champions et des championnes, donc c'est très sympa à lire, quoi. Bon, moi, ce que je conseille de lire, c'est mes articles. Non, je rigole. Quand je suis en couverture de Bridgerama. Celui-là seulement. Le reste, vous l'oubliez. Bon, en vrai, j'avoue que j'aimerais bien lire un peu plus de livres, mais moi, tout ce que je fais, c'est lire voilà, sur Internet. Genre, par exemple, moi, quand j'ai un doute sur un sujet, j'aime bien voilà, taper, regarder tous les résultats de recherche et checker un petit peu ce qu'il y a. Enfin, je fonctionne un peu plus comme ça, genre en recherche plutôt que en lecture. Enfin, je sais que j'avais un petit peu essayé. En vrai, je trouve que c'est pas facile. Même les livres qui sont un peu, enfin, j'en sais rien, un peu interactifs ou, bah, par exemple, bon, j'ai un peu perdu le nom, mais Bridge Magic, Bridge Logic, par exemple, c'est le seul livre de Bridge que j'ai lu. Et en vrai, il était sympa, mais je trouve que c'est pas facile au final. Alors que j'adore lire de base, mais lire du Bridge, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Et il faut quand même être voilà, concentré. Et puis, c'est pas pareil, je trouve, voilà, de lire sans but précis ou alors de chercher une information. Excellente passerelle pour la question suivante. Comment est-ce que toi, tu continues à progresser alors, si c'est pas via les livres? Je pense qu'un truc qui me fait bien progresser, c'est de jouer avec des personnes différentes. Parce que du coup, même si j'ai ma partenaire principale Anaïs, ma seconde partenaire principale Clara, mais en vrai, j'aime bien, voilà, bah, par exemple, le mixte, enfin, je le joue avec Luc qui joue mieux que moi, donc c'est quand même vachement cool. Et il me donne des conseils sur d'autres trucs. Ou même ponctuellement, je peux voilà, faire des équipes avec d'autres personnes. Ou alors, on a aussi notre coach, on a de la chance en équipe de France. Et donc, moi, je trouve que c'est super d'avoir des retours. Pas assez significatif pour que je le retienne, mais des retours de différentes personnes donc qui en fait bah, sont pas forts aux mêmes choses parce que par exemple ma partenaire Anaïs en fait elle est très forte dans certains domaines et puis après il y a peut-être d'autres où en fait elle est peut-être un peu moins forte et moi aussi j'ai besoin de progresser mais du coup je peux me tourner vers d'autres personnes. Enfin c'est super je trouve voilà d'avoir chacun ses points forts et chacun des choses à apporter. Très cool. Et toi, Will, tu vas avoir du coup le mot de la fin. Moi, c'est vrai que c'est un peu par phase. Genre, il y a des phases où je me dis que je stagne complet, et puis il y a des phases où je me dis, ah, peut-être je progresse un peu. Donc, moi, je joue beaucoup déjà. Dans la semaine, je fais des petits tournois à Paris, etc. Et ce que je trouve fait vraiment progresser, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire. Bah, du coup, là, peut-être à Cédric, maintenant que j'ai un parrain, mais souvent, j'embêtais un peu des gens à droite, à gauche et je leur posais des mains, ce qu'ils auraient fait, etc. Et en vrai, je pense d'avoir des avis de 2-3 personnes par donne que tu poses, bah, ça fait progresser au final, puisque à chaque fois, après, parfois, ça arrivera d'avoir un peu une situation similaire et on sait un peu quoi faire, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Du coup, je retiens, quand j'ai des problèmes au bridge, je te les envoie, Will. Oui. Tu n'auras pas d'excuses, tu ne pourras pas échapper à mes questions débiles. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou des points que vous voudriez mentionner avant qu'on coupe l'enregistrement? Je crois que ça. Merci de nous avoir invités en tout cas. Merci de nous avoir invités, c'était cool. Nice. Très cool. Bon, ça marche, du coup, je coupe l'enregistrement. Et à vous tous, chers auditeurs, le meilleur moyen d'aider ce podcast, c'est de le partager. Donc, laissez des avis, partagez-le autour de vous, faites du bruit. Margot, je te vois qui fait mettez des pouces. Et des partages. Exactement. Donc, soyez pas timides. On a besoin d'entendre plus des femmes au bridge. Donc, ce podcast est un bon médium pour le faire.